Bonsoir, le sujet que nous allons aborder ce soir est sans doute l'un des plus tabous en France. Nous allons parler de l'alcool, mais pas seulement de l'alcool au volant, pas seulement de boire ou conduire, nous allons parler de l'alcoolisme, de cette maladie que l'on a tendance à oublier en France, puisqu'on préfère associer l'alcool au terroir, au bon goût, au savoir-vivre, à la fête dans ce pays producteur, plutôt qu'à 45 000 morts annuels ou à 5 millions d'alcooliques. Alcool, le tabou français, c'est le thème de ce 63e numéro de Complément d'enquête. Ils boivent pour le fun, mais chez les jeunes, la moitié des accidents mortels sont dus à l'alcool. Complément d'enquête sur cette nouvelle défonce qui fait des ravages. Cocktail, prémix, comment les 18-25 ans boivent-ils aujourd'hui? Pourquoi sont-ils devenus la cible de nouveaux alcools? 2 millions de malades, 45 000 morts par an. Comment soigne-t-on l'alcoolisme en France? Reportage à Angers dans un centre de cure et témoignages. Pourquoi devient-on alcoolodépendant? Comment décrocher? Quels sont les risques et les facteurs de rechute? Enquête sur un tabou français, l'alcool au travail. Comment certaines entreprises tentent-elles aujourd'hui de contrôler la consommation de leurs salariés? Pot de départ, restaurant d'entreprise, repas d'affaires. La loi est-elle toujours appliquée? Quels sont les secteurs d'activité les plus touchés? Reportage enfin en Suède, où la vente d'alcool est encore un monopole d'État. Pourtant la consommation monte en flèche. Contrebande, achats massifs à l'étranger, comment les Suédois contournent-ils le système depuis leur entrée en Europe? Alors pour évoquer tous ces sujets, nous avons choisi de nous installer dans plusieurs lieux, à commencer par celui-ci, c'est l'hôpital Paul Brousse à Villejuif avec son service d'addictologie. Nous recevrons d'ailleurs le professeur qui dirige, c'est le professeur Michel Reynaud. Nous recevrons aussi Alain Calès, c'est un ancien alcoolique qui mène aujourd'hui une espèce de croisade contre l'alcool. Dominique Huez, un médecin du travail dans une centrale nucléaire à Chinon. Et puis Jean-Marie Le Guen, il est député de Paris et il s'occupe surtout au Parti Socialiste des questions de santé. Mais commençons par le reportage. Je vous le disais, quand on parle d'alcool en France, on parle surtout de l'alcool au volant et des drames du samedi soir avec les jeunes. Alors on a voulu partir d'un de ces drames du samedi soir qui avait fait donc des morts et voir un petit peu ce qui se passait dans la tête des jeunes. Et on s'est rendu compte qu'ils pratiquaient et qu'ils parlaient de l'alcool comme d'une nouvelle défonce. C'est un reportage d'Audrey Glohagen et de Marie Cazot. La chambre de Cédric? Oui, tout à fait. La chambre un petit peu en bazar, comme toute chambre de jeune. Vous y venez rarement dans cette chambre? Si, tous les jours. J'ouvre les volets tous les jours, je les ferme tous les soirs. Et c'est vrai qu'on n'y a pas touché, elle est en bazar comme elle l'était l'après-midi qu'il est parti pour faire son barbecue avec ses copains. Toutes les personnes qui... Juste une soirée pour s'éclater. Ce seront les derniers mots de Cédric, en quittant la maison. Il avait 23 ans. Boire de l'alcool, fumer des joints entre copains, une soirée de plus, une soirée de trop. C'était le 11 juillet dernier. Cédric était à l'arrière, mais comme son meilleur ami qui avait pris le volant ce soir-là, il avait beaucoup bu. Là, c'était festif, quoi. C'était vraiment un week-end, on sort entre copains, on boit, vous voyez, hein, Malibu, vodka. Dans un coin de la chambre, la collection de Cédric. Celle des bouteilles qu'il trouvait belles, celle qui lui rappelait les meilleures soirées. Bon, il les ramenait, et puis bon, on n'est pas toujours, vous voyez, Malibu, la Clan Campbell. Ces bouteilles, presque des trophées. Des symboles en tout cas, comme pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, de l'éclate, de la fête sans limite. Parce que les jeunes ne se rendent pas compte, ils font les fous, ils s'amusent, ils s'éclatent comme ils disent. Puis en fin de compte, ils s'éclatent, mais un jour ils détruisent des familles entières. Entre autres aujourd'hui la nôtre. J'ai de la colère, mais je ne leur en veux pas. J'ai énormément de colère parce que Cédric est plus là, mais non, je leur en veux pas. Ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être Cédric qui conduise et qui tue ses copains. Quand des jeunes font les fous, je pense qu'ils ne mesurent pas jusqu'où ça va aller. Non, je leur en veux pas du tout. Le père de Cédric, lui non plus n'éprouve aucune rancœur.
Mais il s'interroge beaucoup. Il n'a jamais réussi à comprendre cette façon de s'amuser qu'avaient son fils et ses copains. Ils avaient arrosé leur soirée, on va dire, entre guillemets. Donc là, ils étaient dans un état d'ivresse avancé, quoi. Bon, tout le monde avait bien participé à la fête. Et pour eux, participer à la fête, c'est boire, donc... Alain Ferreira nous a emmenés sur le lieu de l'accident, à quelques kilomètres à peine de chez eux. La soirée de Cédric chez des amis venait de se terminer. Ils partaient en boîte de nuit. Ils arrivaient dans ce sens-là. Et puis la voiture a dévié sur la gauche. Et donc, ils sont rentrés dans le portail, là. Il est 4 heures du matin. Ils sont 3 dans la voiture. Viennent de consommer un cocktail détonnant. Whisky, vodka, cannabis et cocaïne. Le conducteur a 1,7 g d'alcool dans le sang, roule à 90 au lieu de 50. Il perd le contrôle du véhicule. Aurélie, la sœur de Cédric, l'accompagnait souvent dans ses soirées. Des soirées où circulait beaucoup d'alcool et des pétards, comme lors de cette fête du jour de l'an. C'était quel type de soirée? C'était une soirée défonce. C'était tous à fumer et à boire. La défonce, c'est la soirée où on pousse au maximum. On consomme le plus de choses possible pour être dans un état, inconscient, quoi. Plus très net. Vous avez participé à ces fêtes, vous les voyez, vous les avez vues, vous avez quoi, de la colère, Oui, de la colère, oui. Un peu contre moi-même parce que j'ai rien fait, quoi. En fait, pour moi, j'ai pris la décision de me dire que ça servait à rien de fumer, de boire trop. Mais je lui ai pas dit que ce serait bien qu'il fasse pareil. Il est minuit. Comme tous les samedis soirs, le parking du manoir à Orléans commence à se remplir. Maintenant, vous fumez votre connerie. Allez. C'est dans cette boîte de nuit que Cédric et ses copains comptaient finir leur soirée avant d'avoir leur accident. Il suffit d'interroger quelques jeunes pour comprendre l'échec des messages de prévention. Vous avez prévu de boire ce soir? Oui. Et c'est vous qui conduisez? C'est vous qui conduisez au retour? Sûrement, c'est ça. Est-ce que vous avez l'intention de boire ce soir? Non, c'est pas nous, c'est pas notre genre. Ici, Cédric et ses copains buvaient pour être sûrs de s'amuser. Comme dans toutes les boîtes de nuit, l'alcool fait partie de la fête. On danse avec un verre à la main. On boit parfois cul sec. Vous buvez quoi exactement là? Et vous avez bu combien de verres? Tous les samedis vous faites ça? Lorsque j'en ai besoin. Lorsque j'en ai besoin. C'est normal. C'est normal. C'est l'alcool qui fait que ça va mieux, quoi. Avec l'alcool ça va mieux? Bah ouais, on va plus loin. C'est-à-dire? Bah on va plus loin dans la soirée. On va rester dans les souvenirs. On boit et sans forcément s'en rendre compte. Alors vous buvez quoi exactement là? C'est une bière à la vodka en fait. Et c'est bon? Ouais. C'est un goût de limonade en fait. Ouais. On sent pas l'alcool? Non. Ça se voit comme du petit lait. Ouais, ça se voit tout seul. Ça fait même pas 5 minutes qu'on l'a. Et il y en a plus.
Pour ses parents, toutes ces soirées avaient fini par éloigner Cédric de ses études. Une année de fac, puis un BTS en dilettante, il travaillait en intérim depuis quelques mois. Campus universitaire d'Orléans. C'est ici, sur les bancs de la fac, qu'il avait rencontré Laetitia, son premier grand amour. Celle qui partagera aussi ses premières soirées arrosées entre copains. On sortait comme tous les étudiants, peut-être un petit peu le week-end. Et puis à force, on a un petit peu laissé tomber tous les deux les études. Et on sortait aussi la semaine. Et donc on buvait aussi la semaine. Et donc c'est venu à s'amplifier. Et du coup, sans s'en rendre compte, on commence à dépasser les limites. Et après, je pense qu'une fois qu'on a dépassé les limites une fois, c'est plus possible de revenir en arrière. Laetitia a arrêté tout ça pour reprendre sérieusement ses études. Même si de temps en temps, elle avoue encore, comme elle dit, se retourner la tête avec l'alcool pour s'évader. Les jeunes ont plus peur de l'avenir et du coup, je pense qu'ils ont besoin de sortir de tout ça et de se prendre des défonces pour oublier tout ce qui leur pèse dessus, qu'il faut réussir à trouver une place dans la société, qu'il faut réussir à s'insérer, avoir un travail, être conformiste, puisque si on est marginal, on est tout de suite mis de côté et du coup ça fait beaucoup pour les jeunes et ils ont besoin de ça, moi je pense. En tout cas, les jeunes boivent de plus en plus, selon certaines études. Il y a 3 ans, 16% d'entre eux consommaient régulièrement de l'alcool. Ils sont aujourd'hui plus de 21%. Et cela, les fabricants d'alcool l'ont bien compris. Il faut séduire les jeunes, leur donner le goût de la boisson. Tous les moyens sont bons. Parmi eux, les prémix. À Strasbourg, dans les hypermarchés d'Yvezer, les prémix ont fait leur apparition il y a 1 an et demi. Des petites bouteilles prêtes à l'emploi. À l'intérieur, du soda mélangé à un alcool fort comme du whisky ou de la vodka. Plus de 40 millions de canettes sont vendues chaque année en France. Le prémix, c'est ça, hein, c'est de là à là. Ça fait 17 produits. C'est des produits qui n'existaient pas au premier semestre 2003 et qui n'existent que depuis octobre ou novembre 2003 et qui font déjà 7% du chiffre d'affaires du rayon bière. Ah ben c'est énorme. Regardez un peu ce rayon bière. Regardez son importance. Hein, c'est quand même pas rien. Des couleurs vives, des bouteilles qui ressemblent plus à des sodas, des canettes de coca, et à l'intérieur de l'alcool, noyé dans du jus d'orange ou de la limonade. Alors dans le rayon, Yvezer a fait poser des affiches indiquant qu'il s'agit bien de produits alcoolisés. À titre personnel, je trouve que c'est un peu de la cochonnerie et qu'il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle à positionner ce type de produit sur le marché des jeunes parce que c'est une amorce peut-être vers des alcools plus forts. Face à ces produits, les députés ont vivement réagi. Parmi eux, Yves Bure, qui a tout de suite compris le danger que représentaient les prémix. Leur vocation est de familiariser les jeunes, et plutôt les très jeunes, quand je dis très jeunes, c'est 14-15 ans, à l'alcool. Le fait qu'il y ait beaucoup de sucre, plus de 50 grammes, dans une bouteille, masque l'alcool. Vous buvez une bouteille de prémix, vous n'avez pas le sentiment de boire de l'alcool, et pourtant, il y a l'équivalent, dans chaque bouteille, l'équivalent d'un bon whisky. Tous les fabricants d'alcool que nous avons contactés ont refusé de s'exprimer sur ce sujet. Un document interne d'une grande marque de vodka, un prémix justement, ne laisse de toute façon aucun doute sur leurs intentions. Les jeunes de 18-24 ans sont clairement identifiés comme leur cœur de cible. Et pour les attirer, la marque parle de packaging attractif, de consommation à la bouteille très tendance.
Dans son bureau à l'Assemblée, Yves Bure collectionne tous les prémix. Il les a fait taxer encore plus que les alcools ordinaires depuis le 1er janvier. Résultat, les ventes ont baissé, mais il sait que les grandes marques ne vont pas rendre les armes si facilement. Il faut suivre ça en permanence, parce que l'objectif, souvent, c'est en jouant un petit peu au jeu du chat et de la souris, et c'est de jouer un coup d'avance. Le secteur a déjà trouvé une parade. Pour le comprendre, il suffit d'aller à Nice. Une soirée de promotion d'une nouvelle boisson qui intéresse beaucoup les fabricants d'alcool. Lancée il y a à peine 2 mois en France, cette boisson énergisante a été spécialement créée pour être mélangée à de l'alcool. C'est même carrément écrit sur les canettes. Ce soir, vous êtes associé à quoi? Donc ce soir à la vodka. Donc c'est une nouvelle vodka qui est sortie. Et donc on va profiter d'une opération conjointe pour que la marque de vodka puisse mettre en avant leur nouvelle vodka et ainsi la faire goûter avec notre produit. C'est-à-dire que vous avez créé spécifiquement, expliquez-moi sur votre produit. Nous, notre produit n'est pas créé spécifiquement pour un alcool, justement au contraire pour être mélangé à tous les alcools. Comme ça on touche à un plus large public. Une manière simple et efficace d'échapper aux nouvelles taxes. Des marques de champagne, de vodka et de cognac ont déjà promis des contrats. Retour à Orléans. La famille de Cédric est à la veille d'un jour crucial. Bientôt, le procès d'Alban, le meilleur ami de leur fils qui conduisait la voiture le soir du drame. Il va être jugé. Depuis sa cellule, il leur a écrit une lettre. Je dois vivre pour nous deux, je suis désormais seule pour racheter nos erreurs. Je ne vous demande pas de me pardonner car je sais que cela est impossible. Je comprends votre douleur, j'espère cependant qu'avec le temps, votre colère contre moi s'apaisera. En tout cas, n'en veuillez pas, Cédric, car il vous aimait. Aurélie, la sœur de Cédric, a du mal à cacher son agacement. Elle ne supporte pas que la lettre de celui qui a tué son frère puisse émouvoir ses parents. Ils sont d'ailleurs en désaccord total sur l'attitude à adopter le jour du procès. Papa a dit qu'il demanderait au juge d'être clément. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis pas du tout d'accord. T'es pas du tout d'accord? Tu le sais bien ça. Oui, mais toi tu voudrais quoi? Bah, de pas être clément. Il a fait une très très grosse bêtise et je pense qu'il s'en mordra les doigts toute sa vie. Donc, bon, maintenant, après, tout le monde peut en faire des bêtises. Qu'il fasse 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tu te fiches, ouais. On s'en fiche. Il a tué quelqu'un, il va en prison. Et on va pas non plus avoir de la peine pour lui. C'est son affaire. Cédric était son meilleur copain. Je veux dire, c'est pas... c'est ce que j'ai dit. C'était son meilleur copain quand il était en vie. Ah oui, je sais, mais... Maintenant, il est plus là, tu crois que... Bah, ça reste quand même, hein. Oui. À ses yeux, ça restera toujours son meilleur copain. Il y avait les deux qui pouvaient faire une chose pareille. Ah, mais bien sûr, pose-lui la question. Mais il est plus là, donc c'est plus son meilleur copain, point. Ça le restera. Oui, bien sûr. Au fond de son cœur. Oui. Une semaine plus tard, Aurélie a quand même décidé d'accompagner ses parents au procès. Devant le tribunal, quelques copains de Cédric sont là. Plusieurs étaient présents le soir du drame. Avant même le début de l'audience, c'est la première épreuve pour la famille. C'est dur de voir tous ces jeunes. Cédric, il est plus là. C'est dingue de voir 2 familles comme ça se dire bonjour alors que un procès nous sépare. C'est dur. Vous hésitiez à venir aujourd'hui? Oui, parce que j'avais pas envie de croiser son regard, mais bon. En même temps, j'ai envie quand même de voir. Le procès
est bien sûr aussi une épreuve pour les amis de Cédric. Depuis que j'ai perdu Cédric, de toute façon, c'est dur et puis ça sera toujours dur. Hein. Je n'arriverai jamais à oublier. Vous regrettez quelque chose aujourd'hui? Les bêtises de jeunes, voilà. Hein. Comme tous les jeunes font encore aujourd'hui. Hein. Début de l'audience. C'est la première fois depuis 9 mois que la famille revoit Alban. Après 3 heures de débat, il sera condamné à 28 mois de prison avec sursis et 8 mois ferme, une peine couverte par la détention provisoire. Alors, il sort. je pense que si on a bien compris, ça, puisqu'il a 28 mois de sursis, il a fait ses 8 mois et il était condamné à 36, donc il sort. C'est tant mieux. C'est pas plus mal. Les parents de Cédric comptent aujourd'hui sur le soutien des amis de leur fils. Ah non, on va avoir tout le temps, comme d'hab. Depuis le drame, le groupe de jeunes s'est éparpillé. Beaucoup ont décidé de mettre un terme à leur soirée de défonce. Voilà, nous voici à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Hein, on est dans le jardin parce qu'il fait beau, mais on est ici, professeur Reynaud, au cœur de votre service. Vous êtes professeur de médecine, vous êtes chef du service d'addictologie et de psychiatrie de cet hôpital universitaire. Et bien sûr, l'alcool, vous le traitez parmi d'autres drogues. Pour vous, vous le voyez comme une drogue aussi, l'alcool. Je vous voyais beaucoup réagir sur ce sujet parce que vous aviez l'impression d'y voir beaucoup de choses que vous connaissez par cœur, mais réagir aussi sur pas mal de plans, et notamment sur cette façon qu'ont les jeunes maintenant de pratiquer cette défonce. C'est quelque chose que vous rencontrez, ça ? Oui, parce que c'est un nouveau mode de consommation maintenant chez les jeunes. Ce qui est en train de devenir important, c'est effectivement, ils le disent parfaitement, et c'est ça qui m'inquiète et me terrorise, parce qu'on sait ce qui va se passer après, les accidents de voiture, et puis une nouvelle forme d'entrée dans l'alcoolisme. Et quand on voit s'installer ce comportement dont on sait qu'on en récupérera les morceaux en traumatologie ou chez nous, c'est toujours un petit peu triste. Et quand on voit les déterminants économiques qui sont derrière, et quand on voit comment la famille est un peu perdue parce qu'elle ne sait pas quel message clair elle pourrait avoir. Quelle attitude elle doit avoir par rapport à ça et par rapport aux jeunes qui ont survécu. Mais défonce, il parle de défonce, comme on parle de défonce pour avec la drogue. Oui, exactement. On se casse la tête. On a l'ivresse qui peut être l'ivresse à l'alcool, l'ivresse au cannabis. L'ivresse à la cocaïne, c'est quand même plus rare. Très souvent mélangé, et ce qui est recherché, c'est cette perte de contrôle, cette façon de s'éclater la tête avant de s'éclater contre un mur. Il faut forcément se mettre la tête à l'envers pour commencer une soirée. C'est un petit peu l'impression qu'on a. Mais de plus en plus. Pour qu'une soirée soit bien, il faut qu'on soit déjà cassé avant d'y aller, et puis qu'on continue jusqu'à la perte absolue de contrôle. C'est un mode de consommation qui est gravement pathologique. On va voir. Vous dites c'est à l'anglo-saxonne. Autrement dit, c'est ce que font un petit peu les Anglais. On le voit dans les rues de Sceaux tous les week-ends à Londres. On verra un sujet tout à l'heure en Suède, c'est un petit peu la même chose. Il faut absolument boire beaucoup et être sur un temps très ramassé. Oui, on est là dans une mondialisation de la consommation. Chez nous, nous avions une consommation qui était plutôt quotidienne de vin que les producteurs de vin essayent maintenant de faire dans les autres pays. De même pour la bière. Et par contre, il y avait dans les pays du Nord producteurs d'alcool fort une alcoolisation défonce. Et cette alcoolisation que l'on voit dans les pays anglo-saxons, dans les pays au Danemark, en Suède, en Norvège, est en train, avec des stratégies commerciales pour pousser ce type de communication, pour pousser ce type de consommation, est en train maintenant de devenir le mode de consommation valorisé chez les adolescents. Les stratégies, c'est ce qu'on a vu. Ces produits prémix et autres qui arrivent sur le marché pour toucher le plus tôt possible et qui accrocheront les plus vulnérables. Et c'est une infecte saloperie parce qu'on sait que le cerveau de l'adolescent est beaucoup plus vulnérable que celui de l'adulte. Et plus on les fait commencer tôt, plus on risque de les accrocher. C'est pas innocent comme stratégie. C'est pas innocent, c'est infect. Plus ils sont jeunes, plus ils sont vulnérables, plus on a de chances de devenir dépendant. On a les preuves. Donc c'est un chemin vers l'alcoolisme. Ces soirées arrosées, ces cuites là, c'est un chemin vers l'alcoolisme. Alors pour certains, pas pour tous évidemment, mais c'est une façon de faciliter l'alcoolisme évidente. Alors, l'alcoolisme, on va en parler après dans le sujet qui vient, sur l'alcoolisme, on va dire quotidien. Comment est-ce qu'on le détecte ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est alcoolique ou qu'on sait que son proche, son mari, son fils, sa femme est alcoolique ? À quoi ça se remarque ?
Et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est presque trop tardif, parce que quand on est alcoolodépendant, c'est-à-dire quand on ne peut pas s'arrêter de boire ou quand on ne peut plus contrôler sa consommation ou quand on a besoin de boire tôt le matin, c'est trop tard. Si on a des troubles de mémoire, si on a une petite hypertension, une prise de poids, si on devient agressif, si on a des conflits conjugaux, c'est qu'on a une consommation pathologique. Ça devrait être... Ce sont tous des signaux d'alerte. Ce sont tous des signaux d'alerte. Les alcooliers cherchent à nous faire penser que 90% des Français boivent de façon normale et puis qu'il y a 10% d'alcooliques. Et ils disent donc, on ne va pas empêcher les 90% de Français de boire juste pour quelques alcooliques. Le problème, c'est que c'est un continuum et qu'il n'y a pas une population d'alcooliques dépendants et puis les autres. Il y a une entrée progressive dans l'alcoolisation et seul un regard social différent sur les consommations excessives pourrait permettre de dire plus tôt, avant que la personne soit dépendante, malade et vienne chez nous, permettrait de dire à un copain, à la famille, à un collègue de travail, là, tu as une consommation qui te met en danger. Et ça ne serait pas tu es un alcoolique, c'est on doit prendre ensemble soin de ta santé. Alors, dernière chose, on parlait de ces jeunes, etc., et de cette première étape éventuelle vers l'alcoolisme. Quel signal, quel discours on peut avoir vis-à-vis d'eux, quel message on peut envoyer qui ferait mouche? Est-ce qu'il faut changer notre façon de parler de ça? On ne peut pas avoir un discours sur les dangers du cannabis et sur les dangers du tabac sans avoir le même discours informatif sur les dangers de l'alcool et qui ne devrait pas être contrecarré par les stratégies commerciales et les publicités, parce qu'elles sont infiniment plus fortes que les discours médicaux ou des spécialistes de la prévention. Ma fille me disait qu'elle avait vu dans son école des campagnes contre le cannabis, contre le tabac, mais jamais rien contre l'alcool. On lui avait jamais dit que l'alcool était dangereux. Par contre, elle trouve à l'épicier du coin la bouteille sympathique et attrayante, sucrée, que prennent maintenant les gamins entre 12 et 14 ans, sans se rendre compte qu'en prenant cette bouteille, c'est exactement la même chose que s'ils descendaient une canette de bière. Les fameux prémix. Bon, on vous sent en colère, hein, oui, non, sur ces affaires-là. C'est répugnant parce que c'était effectivement cibler les jeunes, alors qu'on sait très bien quels seront les dommages. Il faut parler de la mortalité routière aussi, on n'en a pas dit un mot. Dans la plupart des cas, effectivement, l'alcool est impliqué, et encore plus la nuit, vous me disiez. Hein. On dit, tout le monde admet 30%, un tiers des accidents mortels, mais la nuit, c'est 2 tiers. Quand c'est à un seul véhicule, c'est 75% d'alcoolémie positive, et quand il y a plusieurs morts, c'est 80 à 90%. Donc l'alcool est impliqué. Quand il y a plusieurs passagers dans la voiture la nuit, c'est ce qu'on vient de voir, c'est souvent l'alcool. 90%, c'est l'alcool. Alors, bon, on vous sent en colère. Alors, on va voir maintenant, sur ces questions, je suis content d'avoir commencé avec ça, on va voir maintenant ce qu'il en est de ce que vous faites chez vous ou dans d'autres centres comme le vôtre, justement, sur ces alcooliques qui sont des malades, puisque l'alcoolisme est une maladie. Cyril Deveau et Thierry Breton sont donc allés du côté d'Angers, voir comment ça se passait. Vous allez comprendre toute la difficulté qu'il peut y avoir à essayer de décrocher de cette maladie et on se demandera si on peut guérir de l'alcoolisme. On regarde. Dans le Maine-et-Loire, les histoires d'alcool qui finissent mal conduisent à l'hôpital d'Angers, au service addictologie. Des psychologues et des médecins, comme Natacha Lacave-Auberti, y soignent toutes les toxicomanies. Monsieur, que vous avez dans votre chambre? Elle arrive, hein? Cannabis, cocaïne, héroïne et bien sûr alcool. Cette femme de 56 ans, mère de 4 enfants, est arrivée il y a quelques jours. Nous l'appellerons Catherine pour préserver son anonymat. On va aller se mettre dans une salle à côté, là, comme votre voisine n'est pas très en forme. La première thérapie ici, c'est la parole. Pour trouver les racines du mal, on commence par déterrer les vieux souvenirs, par raconter sa vie. Bonjour Julie. Excuse-moi, je vais te demander de sortir quelques instants. Parce que je vais Celle de Catherine, infirmière libérale, a basculé il y a 10 ans à la mort de son mari. Vous allez bien? Un grand vide qu'elle a peu à peu rempli de whisky. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre consommation d'alcool? J'ai bien réfléchi, j'ai compris pourquoi j'avais commencé, parce que c'était pas mon habitude. Et j'allais prendre de l'apéritif chez des voisins qui étaient des amis depuis toujours. Et qui avaient vécu aussi un drame dans leur famille, au sein de leur famille. Et on prenait un whisky comme ça pour cacher un peu nos douleurs. D'accord. Puis on en reprenait un, bon, on n'était pas ivre ni rien, mais enfin ça atténuait beaucoup le... D'accord, donc pour apaiser un petit peu la souffrance. La souffrance, oui.
Et puis bon, ça a été ça pendant quelques mois. Puis après, bon, c'est sûr que c'était pas tous les soirs. Et en fait, j'ai fini par acheter une bouteille pour l'avoir chez moi. Et je me suis mise à m'alcooliser aussi pour atténuer la douleur. Et puis en fin de compte, au fait de l'atténuer, pendant 1 heure ou 2, ça l'atténuait. Et puis après, c'était la grosse dépression. Et... D'accord. La solitude, vous avez repéré ça comme vraiment un gros problème? Tout à fait, oui, tout à fait. Parce que je peux vivre 1 mois sans alcool si je suis entourée de plein de gens. Voilà, madame, on va vous libérer. Boire pour oublier qu'on est seul, s'isoler de plus en plus pour cacher sa honte de boire. C'est le piège dans lequel était tombée Catherine. Ces derniers temps, en cachette de ses enfants, il lui fallait 1 bouteille de whisky par jour pour noyer sa dépression. Sortir du piège, impossible sans Natacha et son traitement de choc aux médicaments. Dès son arrivée, Catherine a subi un sevrage, c'est-à-dire une cure de désintoxication. Donc là, tu as préparé son traitement. Pas d'alcool pendant 1 semaine, des vitamines, des gélules pour diminuer l'envie de boire et une forte dose de Valium pour compenser le manque dans le cerveau. Le risque, c'est principalement un syndrome de sevrage, donc avec à l'extrême du syndrome de sevrage, ce qu'on appelle un délirium tremens, donc c'est-à-dire qu'ils ont des idées délirantes, ils ne savent plus où ils se trouvent, ils peuvent être agités, et donc là, ça peut être lourd de conséquences, effectivement, si on ne les accompagne pas au niveau traitement. Grâce au traitement, Catherine a retrouvé un peu la santé. Mais la démarche est encore hésitante. Plusieurs fractures aux bras et aux jambes, traces indélébiles des soirs où elle buvait. Et elle tombait. Voilà. Merci. Allez, bonne journée, au revoir monsieur. Au revoir. Dans les chambres d'à côté, on découvre souvent des patients beaucoup plus abîmés que Catherine. Dès leur hospitalisation, tous font un bilan complet pour dépister un éventuel cancer de l'appareil digestif ou une cirrhose. Ce matin, l'équipe médicale décortique les résultats d'un jeune banquier qui n'a pas souhaité être filmé. Il a 33 ans, il est en bon état général. Avec des facteurs de risque. Avec des gros facteurs de risque, mais ça, il l'a bien compris. Pas d'atteinte pancréatique. Pas d'atteinte pancréatique et puis pas d'atteinte de la fonction hépatique avec un TP normal. Oui, un TP combien 98%, donc pas de cirrhose. Pas de cirrhose. Les médecins s'intéressent de près au foie de leurs patients. Car la cirrhose tue encore 13 000 personnes chaque année en France. C'est pour cela qu'on fait ici un check-up complet. Justement à cause de cette petite douleur lombaire. Selon le professeur Pénaud-Fonbonne, c'est le seul moyen de limiter la casse. Il y a surtout une surélévation de l'alcool. Ouais. La cirrhose, oui, on pourrait dire qu'on a le temps de la voir venir. Dans des consommations régulières, excessives, consommation à risque, de l'homme notamment, des interventions même brèves peuvent jouer un rôle tout à fait important pour que la prise en charge intervienne plus tôt. Ce sont souvent ces conséquences dramatiques qui font comprendre à l'alcoolique l'urgence de se soigner. Pour cet agriculteur, le déclic n'a pas été un cancer ou une cirrhose, mais une crise d'angoisse en état d'ivresse qui l'a conduit aux urgences psychiatriques. Daniel Fortin n'a que 36 ans, mais déjà 20 ans de vie commune avec l'alcool. Des premiers verres pris à l'adolescence avec les copains, à l'ivresse quotidienne et solitaire. Aujourd'hui, il est à l'eau claire, comme ses 43 vaches laitières. Plus une goutte depuis 5 mois. Un arrêt de l'alcool trop récent pour assécher les vieux souvenirs. Il parle encore au présent de ses ivresses à répétition. Le lendemain, quand on se réveille et puis comme on dit, on a un peu la gueule de bois, et si on n'en reprend pas le lendemain, c'est vrai que les nerfs ils tombent, quoi. On est tout mou, quoi. Et en reprenant un peu, ça y est, c'est reparti, quoi. Donc là, vous êtes aperçu que vous étiez entré dans un cercle vicieux. Donc, oui, voilà, quoi. Et votre consommation, c'était quoi, le matin? C'était le café, et puis j'en prenais à partir de 10h30 le matin, quoi. Du matin au soir, il fallait à Daniel 1,5 litre de vin, plus le reste. Alors, pour ne jamais être en manque, il s'était aménagé des buvettes aux 4 coins de la ferme. Un véritable bar à ciel ouvert,
En fouillant un peu, on en trouve encore quelques traces. Non, il y en a plus. Tiens, attendez, regardez. Gold. Tout est vide. Partout, de quoi prendre une rasade au débeauté. Non, mais j'en planquais partout. J'en planquais là. Entre les deux bottes. Ça m'est arrivé. C'était quoi là? C'est n'importe quoi. Ça pouvait être de la bière, du vin. Après, je sais plus. Un jeu de piste qui mène à la cachette préférée de Daniel, le hangar à grains. Ça m'arrivait d'en planquer ici aussi. Une bouteille d'emblée, ça se voit pas. Hein. Ah, vous enterriez les bouteilles dans le... Ben là, on met une bouteille dans le blé. Ben, faut vraiment la trouver. Hein. Faut savoir qu'elle est là. Hein. Pour justifier cette soif permanente, Daniel nous décrit des pulsions qu'il devait assouvir au plus vite. C'est une pulsion qui est incontrôlable. Ça vous fait quoi? Ah ben, c'est que les jambes commencent à trembler, comme si une angoisse, quoi. Comme si tu avais le trac. Tu as le cœur qui commence à battre aussi. Et puis, ça arrive que des fois, tu arrives à te raisonner, puis d'autres fois, tu n'y arrives pas, quoi, t'en prends, quoi. Tout de suite, il faut aller chercher une bouteille. Ouais. Et ça va mieux après? Après, ça va mieux. On se sent comment? On se sent soulagé. Soulagé, mais honteux. Daniel a menti le plus longtemps possible à sa famille. Aujourd'hui, lorsque les enfants rentrent de l'école, c'est l'occasion de faire une pause, de partager le goûter, de parler tout simplement. Avec Marie-Luce, son épouse depuis 13 ans, sa fille Maëlle, 8 ans, et Douka, un petit Éthiopien de 5 ans qu'ils ont adopté. T'es fatigué? Non, t'es pas fatigué? Il n'est jamais fatigué comme dit maman. Il y a quelques mois, à cette heure-là, il arrivait à Daniel d'être déjà ivre. Malgré la souffrance des siens, il lui a fallu des années avant de s'avouer sa maladie. Quand il était comme ça, j'avais qu'une envie, je lui disais, va te coucher, quoi. J'avais pas envie de lui parler. Mais c'était inintéressant, quoi. Les nerfs prennent le dessus quand c'est comme ça. Oui, parce qu'une fois, papa était pas bien. Puis je me rappelle, mamie et moi, on était là, puis on était autour de la maison, on cherchait. Toi, t'étais partie de changer, puis tu voulais partir de la maison. Oui, parce que j'en avais pire que ras-le-bol. Moi, j'en avais marre, là. Mais j'ai pleuré un bon moment. Et Marie-Luce, quand est-ce que Daniel vous a dit pour la première fois, voilà, je suis alcoolique? Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a 4-5 mois, hein. C'est une avant, étape, ouais, avant, tu disais, non, tu traitais, c'est même pas le mot. Tu disais pas je suis alcoolique, tu disais faut que j'arrête de boire, Ouais. Mais tu disais pas je suis alcoolique. Hein. Oui, tu disais toujours j'arrête de boire, puis le lendemain, je buvais, quoi. Mais alcoolique, j'aime pas trop ce mot alcoolique. Ah, mais tu le dis là maintenant. Oui, mais j'aime pas ce mot parce que bon, c'est le mot qui convient par rapport à la maladie. Mais je dirais plutôt malade de l'alcool. Malade de l'alcool et on pourrait dire malade d'un produit, malheureusement. Comme la drogue? Comme la drogue. Une drogue dont il a bien du mal à décrocher, malgré le soutien de sa famille. Car si Daniel n'a pas bu depuis 5 mois, ce n'est pas son premier essai. Depuis 1 an et demi, plusieurs fois il a promis à Marie-Luce, et plusieurs fois il a rechuté. À l'aube et en soirée, lorsque Marie-Luce se retrouve seule au moment de la traite, c'est toujours l'angoisse de voir son mari replonger. Pour moi, à chaque fois qu'il replonge, c'est dur, quoi. Et à chaque fois qu'il replonge, tout s'écroule. Qu'est-ce que vous faites pour l'empêcher? Qu'est-ce que c'est pas... Alors, attendez, parce que c'est pas... Empêcher la rechute, moi. Mais c'est pas moi qui gère, hein. C'est lui, hein. Pour tourner définitivement le dos à l'alcool, Daniel a mis toutes les chances de son côté. Il consulte régulièrement médecins et psychologues. Il adhère aussi à Vie Libre, une association d'anciens buveurs. Pourquoi est-ce si difficile de décrocher? Réponse à l'hôpital d'Angers. Pour expliquer un taux de récidive élevé
le chef du service addictologie met en avant la limite du sevrage. Il ne peut pas effacer la mémoire chimique de l'alcool dans le cerveau d'un alcoolique. La dépendance psychique va durer très longtemps. Les gens disent oui, je peux physiquement me passer de boire, mais dans telle ou telle circonstance, j'ai une pulsion irrépressible qui m'amène à boire, et c'est ce qu'on appelle le craving. Et ça peut durer longtemps, et c'est un facteur de rechute important. Pour Catherine et tous les alcooliques, une seule solution pour éviter la rechute, l'abstinence totale. Préparer les malades à cette réalité, c'est la mission du docteur Pelletier-Picard. Et pour cela, elle a du concret. Donc, je vais vous présenter un outil qu'on utilise dans le service, qui s'appelle le programme phare. Donc, c'est une série de cassettes, en fait, jouées par des comédiens. Ce sont des scènes. Des scènes de la vie quotidienne qui vont permettre à Catherine et son groupe de préparer la sortie, d'envisager la vie sans alcool. On y apprend par exemple à refuser un verre dans un bar en retrouvant ses anciens amis. Salut la compagnie. Ah bah tiens, un revenant. Oh Paul, t'es pas mort. Comme tu vois. Madame Simone, vous me mettrez une menthe à l'eau. Catherine y apprend aussi à déjouer les pièges, comme garder à la maison une bouteille de whisky et s'exposer ainsi à la tentation. Une situation évidemment très parlante pour elle. Cette vidéo lui a permis de réfléchir à quelques astuces, notamment quand il faudra faire les courses au supermarché. Ce que je prévois de faire si je suis tentée, c'est de faire mes courses un petit peu à l'envers de mes habitudes, de commencer par tourner le dos au rayon alcool, de faire le magasin en sens inverse et mes courses en sens inverse. Ça peut être techniquement une solution. Et si jamais elle succombait, au moment de payer, elle trouvera une photo à côté de sa carte de crédit. Et donc cette photo, c'est quoi? C'est mon mari et moi. Elle a commencé à boire après son décès. Elle espère désormais qu'il l'aidera à arrêter. Ça me fait du mal de lui mentir. Catherine a aussi prévu de s'inscrire dans une association, de retourner au cinéma, de voyager. En fait, de tout mettre en œuvre pour rompre son isolement. Un ensemble de projets qui lui permettront, pense-t-elle, de sortir de l'impasse. Il y a un mois, Claude Beneteau était à la place de Catherine à l'hôpital d'Angers. On l'a soigné pour un début de cirrhose. Aujourd'hui, ce célibataire de 47 ans a repris sa vie d'avant, l'alcool en moins. Il applique à la lettre ce qu'il a appris dans les cassettes, notamment lorsqu'il retourne dans son petit bistrot. Celle qui traverse. Monsieur, bonjour. Ah bah alors, Les copains sont toujours là. Mais ils ont un peu de mal à reconnaître l'ancien pilier du Café des Sports qui carburait au rosé. Ça vient un petit café, Bruno. L'alcool, c'est fini pour moi. Vous avez passé quelques heures ici? Oui, j'ai resté quelques heures. Allez, Boer, de lève. J'ai resté quelques heures, oui. Et je suis reparti pour pas très beau. Claude a demandé au patron de ne plus lui servir d'alcool, même s'il en réclame. Mais dans une région coincée entre le Layon et le Muscadet, ne pas boire comme les autres, c'est forcément faire bande à part. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah moi, je sais qu'il m'en faudrait pas du tout, moi non plus, mais j'en prends un petit verre de temps en temps. Mais non, mais c'est très bien ce qu'il fait. C'est mon troisième verre ce matin. Alors c'est pas... Bah, va les manger. Ça va? Oui. Vous n'êtes pas alcoolique? Ah non. Bah j'espère. Aujourd'hui, Claude tient le coup grâce à son médecin, un généraliste spécialisé en alcoolologie qui reçoit ses patients alcooliques discrètement à la nuit tombée. Monsieur Beneteau. Bonsoir. Allez-y. Ce soir, c'est le premier rendez-vous depuis la sortie de cure. La 3e en 3 ans. Pensez à la radio des poumons, à la gorge. Qu'est-ce qui a changé alors depuis la cure? Qu'est-ce qui a changé depuis la première hospitalisation? Déjà mon caractère.
Bien sûr, le médecin évalue ses progrès et surveille son foie. Mais surtout, il l'écoute. Je m'exprime mieux. Et Claude peut avouer ici ce qu'il n'a jamais dit au Café des Sports. Vous étiez resté presque 2 ans sans boire une fois. Hein. 2 ans de silence, ouais. 2 ans sans aucune goutte. Hein. Non. Ouais. Et pourquoi un verre un jour? Elle déprime. Ouais. Elle déprime. C'est délicat à dire. Hein. Oui. Il manque quelque chose quand même. La solitude. Ouais. Un mal bien difficile à guérir quand personne ne vous attend à la maison. Personne, sauf Polly. Depuis 7 ans, Claude partage avec son chien les 20 mètres carrés de son appartement. Une HLM que lui permet de s'offrir un petit boulot à mi-temps, complété par les acédiques. En France, le nombre d'alcoolodépendants est estimé à 2 millions. Selon les médecins, dans la moitié des cas, c'est la solitude qui est à l'origine de la maladie. Nous voici maintenant dans un lieu historique. Nous sommes dans l'église américaine de Paris. Avec vous, Alain Callès, vous êtes un ancien alcoolique, un alcoolique repenti, on va dire. C'est le terme qui vous va? Je suis toujours un alcoolique et ancien buveur. Un ancien buveur. Bon. Vous vous êtes retrouvé un petit peu dans ce reportage de Cyril Devaux et de Thierry Breton? Oui, on se retrouve à peu près dans le reportage. On a chacun nos différences. Bon, alors on va parler de votre expérience, parce que ça fait 20 ans que vous avez arrêté de boire, oui. Et vous tenez... Un petit peu plus. Oui. Un peu plus, tous les jours comptent. Alors je disais, c'est un lieu historique ici, parce que c'est l'église américaine de Paris, certes, mais c'est là qu'ont eu lieu les premières réunions d'une association très célèbre qui s'appelle les Alcooliques Anonymes. Et je leur remercie beaucoup de nous accueillir. Vous faites partie d'ailleurs d'une autre association qui s'appelle Vie Libre. Je donne le numéro de téléphone quand même tout de suite sur les Alcooliques Anonymes, c'est le 0820 écoute, autrement dit 0820 328 883. Et pour Vie Libre, c'est 01 47 39 40 80. Ça s'inscrit sur l'écran. Alors, dites-moi un petit peu, c'est quoi votre histoire? Vous, comme buveur, votre histoire de buveur, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis à boire tout d'un coup? Ça, j'en sais rien. Ah, vous n'avez pas pourquoi non. Identifier le déclic? Je ne sais pas si la cause est vraiment importante. Le plus important, c'est comprendre le mécanisme quand on glisse sur la dépendance, quand on glisse du plaisir au besoin. Au début, l'alcool, il peut être festif, entre copains, etc. Le problème de l'alcoolique, c'est qu'il ne maîtrise plus sa consommation. Il se fait maîtriser par son alcool. Et là, on devient alcoolique. Vous disiez l'alcool donc masque une souffrance au départ, et après, c'est l'alcool qui devient une souffrance en soi. Et l'alcool devient une souffrance en soi, insurmontable. Et vous vous souvenez, effectivement, vous aviez comme ça vos cachettes, vous vous souvenez de vos cuites, vos comas éthyliques, vous vous souvenez de tout ça? Les comas éthyliques, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens... Non, mais des circonstances dans lesquelles vous vous réveillez, oui, etc. Je connais la moitié des hôpitaux du sud parisien, des services urgences. On se réveille, on a la perf, on ne sait pas où on est perdu. On se retrouve sur un trottoir, on ne sait pas où on est, dans quelle ville, dans quel quartier, qu'est-ce qu'on y fait. Quand vous sortez de l'hôpital, et la voiture, elle était où? J'étais avec une voiture, j'étais avec quelqu'un, tout ça, on ne sait plus. Mais on se dit quoi? On se dit, oh là, que je me suis pris une cuite, ou on se dit, je suis alcoolique? Non, on sait bien. Là, on sait bien. On sait ce qu'on est? On sait ce qu'on est. Mais on met un mot Vous savez, quand vous êtes allongé sur le trottoir, surtout à un moment donné, j'avais une position sociale où on a un costume, cravate, etc. Vous étiez un cadre, hein, vous? Oui, un cadre supérieur d'organisation internationale, intergouvernementale, jeune cadre dynamique. Ça se porte sur vous. Vous sentez le regard quand vous êtes sur le trottoir. Il y a un jugement. Il y a un jugement, il y a une honte. C'est surtout dans le regard des autres que vous vous sentez alcoolique. C'est là que vous le découvrez. On le découvre chez les autres, on le découvre en soi-même. Quand pour la première fois, je me suis dit, est-ce que je peux aller aux États-Unis ou pas? Parce que, est-ce que là-bas, je vais pouvoir consommer tout le temps? Alors là, vous êtes dit, il y a un problème. Je me suis dit, il y a un problème. Mais est-ce qu'on se ment effectivement à soi-même tout le temps? On parle de ses cachettes, etc. On parle de l'envie des proches. Tout le temps. Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on dissimule? On dit, j'arrête.
On dit toujours j'arrêterai, j'arrêterai. Jusqu'au moment où votre femme vous dit soit t'arrêtes, soit je divorce. C'est ce qui s'est passé avec vous ? Oui, mais elle l'a fait pour le bien de l'enfant aussi. Parce que... C'est ce qui a fait le déclic chez vous ? Non, j'ai continué à m'enfoncer, mais beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Pourquoi bon, alors après, ce sont des doses qui augmentent, mais c'est tout. Bon, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, il faut que je m'en sorte, quoi ? C'est le fait que j'étais en train de mourir. Après, on m'a dit que j'en avais que pour quelques semaines. Bon, j'étais à un stade où je faisais grosso modo une bouteille de whisky, une bouteille d'alcool anisé, pour ne pas faire de pub quand même. Un peu de bière pour ouvrir l'estomac le matin. La nuit, je me levais pour boire, parce que je ne pouvais pas tenir 8 heures sans boire. C'est-à-dire tout était autour de l'alcool. Votre énergie, c'était trouver de l'alcool. La première activité, même en fin d'alloc, c'est de trouver de l'alcool. Parce que j'étais en fin d'alloc aussi à la fin. Donc ça vous a ruiné, ça vous a fait perdre votre boulot. Je m'en suis sorti, j'ai eu de la chance, mais on perd tout. On perd le statut social, on perd l'amour, on perd l'environnement, on perd le carnet d'adresse, on perd tout. Les copains vous piquent votre femme, on cherche à vous piquer votre femme, etc. D'accord. Alors, un jour, vous vous êtes dit, il faut que je m'en sorte, parce qu'effectivement, vous étiez prêt de mourir, vous avez compris ça, et vous avez trouvé cette association, Vie Libre. Non. Je vais trop vite, crois qu'il y a un double déclic. Ouais. Un jour, mon toubib, chez qui j'étais pourtant allé, ma femme m'avait demandé d'aller le voir. Il m'avait dit, il faut arrêter de boire. Je l'ai sorti. Ce même toubib me retrouve 15 jours après dans la rue, en voiture, il me prend, il m'emmène boire un coup à la Contrescarpe. Ben, ce type-là, il m'a dit, tu vaux quelque chose. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ouais. Ça a été un message pour vous. J'étais quelque chose. Et à partir de là, se construit quelque chose pour se reconstruire soi-même. Alors, bon, on sait que j'ai compris que cette association Vie Libre avait eu beaucoup d'importance. Et alors, de là, un autre médecin m'a indiqué Vie Libre. Ouais. On devait y aller avec un ami chanteur qui était dans le même état que moi. J'ai monté les marches, il n'a pas monté les marches. Il a fallu 10 ans de plus, il s'en est sorti, tant mieux. Alors, si j'ai bien compris, c'est important dans ce genre d'association. Chez les alcooliques, c'est pareil, de discuter entre soi, de se remonter le moral entre soi, de s'agripper aux autres. C'est pas se remonter le moral. On se dit la vérité. C'est le seul endroit dans ma vie où j'ai vu se dire aussi calmement, aussi pleinement et aussi sereinement des vérités crues. Un alcoolique, il n'y a pas de mensonge. Mais si. Non, mais les autres vous les renvoient en pleine figure. Ah oui. Moi, je leur ai fait je leur ai déclamé du Ferré, je suis venu avec un flingue, enfin, du grand cinéma. Mais là, on ne peut plus tricher. Avec d'autres alcooliques, on ne triche plus. On ne triche pas. Alors, vous avez après... Et c'est ça la force. C'est ça la force du groupe. Voilà. Et alors, on ne triche pas, et les gens sont en empathie. Parce qu'ils ont vécu les mêmes choses. Donc, on ne peut pas les baratiner. Et je disais, vous avez, au sortir de ça, au fil du temps, écrit. Vous l'avez fait au bout de 20 ans. Ouais. 20 ans après avoir arrêté de boire. C'est-à-dire que pendant 20 ans, vous n'avez pas osé en parler. Vous aviez, et même d'ailleurs à votre enfant, vous aviez honte de ça ? Ouais. Honte de quoi J'ai tout perdu, les organisations internationales et tout. Bon, j'ai essayé différents métiers. Finalement, je me suis retrouvé avec une petite mallette de représentant de commerce. Je ne dois pas être trop con. Petit à petit, j'ai créé une société et je suis dans la gestion documentaire et tout. Bon. Mais c'est beaucoup de chemin. On ferme sa gueule. Ah, c'est vrai que dans les repas commerciaux, ça se remarque. On peut pas dire, on n'ose pas dire qu'on a été alcoolique. Non, moi je n'osais pas, j'ai pas osé. Je vois à Vie Libre des gens qui le disent au bout d'1 an, 2 ans. Moi, j'y arrivais pas. Je l'ai dit à mes conjoints, je l'ai dit à des très proches. Ma fille, qui avait 3 ans quand on s'est séparés, que je revoyais de temps en temps, je ne lui en ai jamais parlé. Je lui ai envoyé cette lettre. Il y a 2 ans. Cette lettre, elle est très belle. Je l'ai envoyée quand même. Je l'ai invitée au resto. Et vous lui avez donné la lettre pour qu'elle comprenne. Parce qu'elle savait déjà, mais en tout cas, j'imagine que ça lui a fait plaisir de voir que... Elle m'a dit, je sais, c'est tout. Alors, elle est belle cette lettre. À la fois, vous réglez des comptes avec certains, à la fois, vous en remerciez d'autres. C'est une histoire assez terrible. Vous savez, quand vous êtes en faiblesse, vous voyez des sacrés salauds.
Ouais, et alors, par exemple, dans les gens que vous remerciez, vous parliez de ce médecin, vous dites, j'ai pas oublié ce cafetier aussi qui m'a aidé à porter le verre à mes lèvres tellement mes mains tremblaient. C'était quoi? C'était un geste de solidarité ou c'était un geste de mort qui vous faisait là en vous aidant à boire? De solidarité. J'étais au coin du Zinc, j'arrivais pas à prendre cette bière, j'avais arrêté ma moto parce que je pouvais plus conduire. Je voulais prendre cette bière et j'arrivais pas. Et le gars, il est venu très discrètement, il m'a aidé. Alors, et après, je tremblais plus. Aujourd'hui, cette lettre... Après, on est bien. Cette lettre, vous l'adressez, Vie Libre l'a reprise, et vous l'adressez à tous les gens qui essayent d'arrêter. Non, mais bon, on n'a pas tout le temps de raconter, mais donc c'est ça l'idée, elle peut permettre à des gens de se retrouver aussi dans votre parcours. C'est une lettre individuelle. Qui est devenue une espèce de mode d'emploi collectif. Libre, ils m'ont dit, viens ici, et c'est devenu un outil. Alors, puisqu'on en est là, aujourd'hui, 20 ans après, qu'est-ce que vous avez, au-delà de cette lettre, au-delà de tout ce que vous venez de nous dire là, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui ou sont là-dedans, ou en sortent, ou essayent d'en sortir? Je crois les façons simples. Il faut se dire à soi-même dans une glace, je suis alcoolique. 2, il faut aller le dire à un autre. 3, quelle aide je peux avoir? Et à partir de ce moment-là, on fait un arrêt, quelle que soit la forme de cure. Et c'est le seul moment où il faut être stalinien dans sa vie, c'est plus jamais ça. C'est tout. Et vis-à-vis des autorités, du gouvernement, etc., vous me disiez, j'aimerais bien qu'il y ait une campagne nationale, qu'on attaque l'alcool comme on attaquait la route. Mon seul souhait, c'est qu'il y ait une campagne nationale. L'alcool, c'est une drogue nationale. Il faut faire une campagne nationale contre l'alcoolisme, pas contre l'alcool. On l'a fait contre les victimes de la route. On est passé de 8000 morts à moins de 5000. Il y a 45 000 morts d'alcool. Vous vous rendez compte? La sécurité sociale, tout. Les coups de grisou dans les ménages, je ne vais pas donner les chiffres, mais ça coûte grosso modo un peu plus de 17 milliards d'euros, je crois, par an. Alors, quel que soit le président, quelle que soit la couleur, on peut y aller. En France. Merci. On aurait envie de passer beaucoup de temps avec vous pour que vous nous racontiez tout ça, mais enfin, on ne peut pas. Il faut qu'on enchaîne. Et la lettre devient un CD. Et la lettre devient un CD. Grâce à la ville de Montreuil. Alors, on va continuer avec s'il y a un domaine où l'alcool est tabou, c'est bien le travail. Donc on a voulu voir un petit peu ce qu'il en était. C'est tabou parce que souvent pour l'entreprise, c'est une mauvaise publicité d'en parler. Et la plupart des entreprises ont refusé de nous recevoir. Et puis pour les salariés ou leurs syndicats, on redoute que sous prétexte d'alcool, les patrons éventuellement règlent d'autres comptes. Donc résultat, on n'en parle pas. Donc Dorothée Cochard et Zindine Berkous sont allés voir comment ça se passait. On a l'impression que les choses bougent un petit peu. Cannes, un jour de semaine ordinaire. Dans un des restaurants à 2 pas de la Croisette. Les participants d'un séminaire se retrouvent pour déjeuner et à une table sur 2, on consomme du vin. L'alcool faciliterait-il les affaires? Ça aide à digérer, ça aide comment dirais-je, ajouter un peu d'ambiance à la table. C'est pas la bouteille qui aide, c'est la table. C'est rien à voir avec la bouteille. Rien à voir avec la bouteille. C'est la. Je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord. Je pense que la bouteille aide un peu. Ça veut dire que tu honores ton invité. Voilà. Sinon, ça veut dire si tu bois pas de vin, les gens qui ne boivent pas de vin, en général, ils n'ont pas de bonne réputation. Un client qui va vous dire je prends pas de vin, je bois pas d'alcool, c'est quelqu'un qui ne sait pas vivre. La plupart des clients retourneront travailler après le repas. Alors quelles limites ces commerciaux et ces investisseurs se fixent-ils? 1 verre, 2, 3? Parfois, ce sont de très bons vins, c'est ça le problème. Mais oui, il faut se limiter, bien sûr. Dans vos questions, on a le sentiment que vous êtes en train de demander mais comment vous faites pour vous arrêter de boire, parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, sinon vous n'allez pas bien travailler l'après-midi. C'est certain, on le sait, mais on n'a pas besoin de gérer cela, parce qu'on ne boit pas tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Naturellement, vous sentez la limite encore? Mais bien sûr, bien sûr. En France, près d'un salarié sur 4 consomme de l'alcool au travail. À la cantine, dans des pots d'entreprise. Et ce, à tous les échelons, ouvriers, cadres, jusqu'aux plus hauts fonctionnaires de l'État. Pourtant, 10 à 20% des accidents du travail seraient liés à une consommation excessive d'alcool. Difficile pour les entreprises d'en parler. L'alcool au travail, c'est d'abord un tabou. Et il est un secteur dans lequel le sujet est encore plus particulièrement sensible, celui des transports. Nous avons contacté les plus grandes sociétés françaises pour qu'elles nous montrent comment elles gèrent les problèmes d'alcool au quotidien. Mais
personne ne se précipite pour répondre. Mais pour nous, il n'y a pas un problème d'alcool chez nous. Et RATP, il n'y a pas un problème d'alcool. C'est pas le sujet favori de la maison. Je suis pas sûre qu'on puisse y répondre favorablement. Je ne sais pas. Je vais poser la question. Mais je vous dis de toute façon ça n'en fera pas de sujet sur la SNCF et sur ce dossier, on en fera ultérieurement. Pourquoi de telles réticences ? Un patron a osé nous ouvrir ses portes et nous dire clairement les difficultés que pose l'alcool pour une entreprise comme la sienne. Claude Suzanne, directrice des transports Suzanne, une des sociétés de cars privées les plus importantes de la région parisienne. Et elle rencontre un problème. En France, la loi protège socialement les salariés en cas de maladie, notamment d'alcoolisme. Alors que faire lorsqu'un salarié n'est plus capable de tenir son poste ? Un cas rare, mais qui vient de se poser tout récemment. Merci. C'est le cas d'un conducteur qui, sur un service, a eu une plainte du client qui se plaint de son état. Dans cette lettre, le client écrit « Votre chauffeur de car était manifestement très ivre, titubant et clairement pas en état de conduire. » Le salarié en question sort d'une cure de désintoxication pour alcoolisme. La directrice le soupçonne fortement d'avoir replongé, mais elle n'a juridiquement pas le droit de le licencier, ni même de le suspendre. Je ne peux pas le sanctionner. Je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas eu un contrôle de police, j'ai aucune preuve que ce conducteur était bien en état d'ébriété. Impuissante, Claude Suzanne n'en est pas moins responsable. Seul recours pour elle, alerter la médecine du travail. Donc il a été reçu par la médecine du travail, qui l'a arrêté sur le champ, le conducteur, par un avis médical d'inaptitude à la conduite, et lui a demandé de prendre des mesures, c'est-à-dire de prendre des mesures pour se soigner. Et devant son refus, eh bien moi là je suis à même de... Je le licencie, quoi. Puisqu'en fait il ne veut pas se soigner, et comme il est inapte à la conduite, je ne peux plus rien faire pour lui. Qu'en pensent les autres chauffeurs ? Nous nous rendons dans leur salle de repos. Ici, on tape volontiers le carton en attendant sa prise de service. Est-ce que vous êtes au courant ? Moi, franchement, non. Pas du tout. Ah non, non. Non, franchement, on n'était pas au courant. Et puis peu à peu, les langues se délient. Carlos, le délégué du personnel, prend la défense du chauffeur licencié. Il est grand et sa façon de marcher, on a l'impression qu'il est... C'est sa façon d'être, quoi. C'est tout. Mais il n'était pas bourré ce jour-là. Il y en a qui disaient que c'était des médicaments qu'il prenait. Alors, c'était des médicaments, machin, mais moi je pense que c'est plutôt des médicaments parce qu'il tremblait, tout ça. Le chauffeur en question, le voici. Il nie fermement avoir bu le fameux soir qui lui a valu la lettre de dénonciation. Double café, s'il vous plaît, merci. Bien serré. Merci. J'ai pas eu d'alcool test, il n'y a pas eu de flics qui sont venus. Il n'y a rien eu, mais il n'y a rien eu de tout ça. La police n'est pas venue, gendarmerie non plus, il n'y a rien eu de tout ça. Et m'ont laissé partir, j'avais quand même 51 personnes dans le car. Alors on fait quoi ? Non, mais c'est bon. Puisqu'il n'a selon lui plus aucun problème avec l'alcool, nous lui demandons pourquoi il a refusé les examens complémentaires que lui imposait la médecine du travail. Il est hors de question que j'aille à l'hosto, mais attendez, pourquoi faire ? Si vous n'avez aucun souci avec l'alcool, ils s'en rendront rapidement compte. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'hôpital ? Rien. Pour éviter ce genre de conflit, de plus en plus d'entreprises et d'administrations parient sur la prévention. Dominique Bellamy travaille depuis 8 ans pour l'Association nationale de prévention en alcoolologie. Bonjour. Il intervient aujourd'hui à la mairie de Chaumont. Employés, cadres, secrétaires sont réunis en petits groupes le temps d'un après-midi. Chacun est invité à se présenter et à dire ce qu'il pense de la boisson. Bon, boire un tout petit peu modérément, ça n'a jamais tué personne, quoi. Il faut juste avoir ses limites. Moi, je dis qu'en fin de compte, j'aime bien boire l'apéro. Ça, c'est clair. Quand on a du monde, c'est clair, j'aime bien boire l'apéro. D'accord. Ben, moi,
alcoolique, abstinent depuis août 2003. D'accord. Richard explique comment l'alcool petit à petit s'est introduit non seulement dans sa vie, mais aussi dans son travail. Entre collègues, on buvait un verre et tout. On oubliait toujours quelque chose chez nous pour avoir un motif pour aller chercher, puis boire un petit canon, et puis c'est tout. À cause de l'alcool, il a perdu son poste de responsable. Il s'en veut à lui-même, mais il en veut aussi à ses collègues qui ont fermé les yeux. Les supérieurs s'en apercevaient de toute façon. Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit à temps. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Dès le départ, prendre les décisions nécessaires et puis... C'est-à-dire vous parler, vous prévenir, comme on disait. Oui, faire de la prévention, dès le départ. On a certains collègues de travail où ils ne sont pas alcooliques, pour eux tout va bien, hein. C'est délicat de leur parler. Et dans toutes les entreprises, pareil, hein, c'est la personne qui a un problème alcool dans une entreprise, c'est la personne dont tout le monde parle, mais à qui personne ne parle de son problème alcool. Parce qu'on peut très bien, on a des scénarios où on a donné des avertissements et des sanctions sans nommer l'alcool. Alors que c'est l'alcool qui est l'origine de ses soucis et de ses problèmes, ses difficultés. Alors que faire dans un pareil cas ? Avec Richard, il aurait fallu que ça soit en fin de compte les collègues de boulot qui aillent voir le supérieur en disant j'en ai marre de travailler avec cet homme-là parce qu'il a des problèmes d'alcool. Et c'était toi en fin de compte l'initiateur. Mais c'était pas eux qui allaient de l'avant en lui disant Richard, c'est pas raisonnable. Et ça, c'était pas logique. Si ton collègue t'en parle, ou va en parler au supérieur, tu penserais qu'il t'aura dénoncé, alors qu'en fait, il veut t'aider. Et moi, je pense que ce serait plutôt le supérieur qui irait voir l'agent et dire bah voilà, je pense que vous avez un souci, il faudrait vous faire soigner. C'est l'autruche, hein, le mot autruche a été prononcé, c'est-à-dire que... Ultime message du formateur, le silence est la pire des solutions. Est-ce que ça va s'arranger ? Un message qui n'est pas simple à mettre en application. Le tabou des salariés, c'est aussi souvent celui de leurs entreprises. Remarquez. C'est un sujet tabou, donc quand on parle de ça, c'est toujours l'autre. Quand j'arrive dans une entreprise, par exemple, de bâtiment, on me dit vous venez chez nous, mais vous devriez aller chez. Quand je suis dans une entreprise publique, on me dit vous devriez aller dans telle entreprise privée. Quand je suis dans une entreprise privée, on me dit d'accord chez nous, mais vous devriez aller dans tel endroit, chez les gendarmes, à la SNCF. Non, je pense que c'est pas des problèmes spécifiques à telle ou telle catégorie, c'est des problèmes qui existent partout. Hein. Retour au transport Suzanne. À la prévention, la directrice a préféré une solution plus radicale. Car en cas d'accident lié à l'alcool, un patron peut être tenu pour responsable. Du coup, Claude Suzanne a tranché, depuis 1 an, plus de vin à la cantine. Moi, ça me dérange pas, au contraire, moi, ça me dérange pas du tout. Disons que maintenant, avec des restrictions, le métier, l'alcool, vaut mieux éviter quand même. À la fin du repas, Carlos, le délégué du personnel, dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et soulève la polémique. C'est pas normal d'interdire le quart de vin, moi je le dis. Moi. Non. Parce qu'un quart de vin, ça fait de mal à personne. Tu vas manger un coq au vin avec de l'eau, une choucroute avec de l'eau. Et il y en a, ça les excitait, un quart de vin. Ça les excitait, c'est-à-dire bon, comment ils étaient en colère par rapport ? Oui, ils étaient un peu en colère. Est-ce que ça les empêchait de conduire, en fait, correctement ? Ça, je sais pas, mais bon, s'ils avaient eu un accident aussi. Cette responsabilité-là, chaque chauffeur dit en avoir conscience. Mais pour beaucoup, la suppression de l'alcool à la cantine, c'est une fausse solution. Comment on peut, derrière chaque chauffeur, constater qu'il ne boit pas? C'est impossible. Là, on peut s'arrêter au bistrot, boire 3-4 bières et puis repartir. Personne ne sait rien. La patronne, Claude Suzanne, a clairement conscience que ce choix d'interdire l'alcool à la cantine ne règle pas tout. Mais au moins, pour elle, c'est une couverture juridique. C'est exactement ça, je veux dire. Je suis responsable si c'est scratch à sortant. Et quand c'est la fête de fin d'année et le comité d'entreprise fait la fête, moi je leur dis, alors là c'est pareil, c'est dans le sens contraire, en réunion, je dis interdit l'alcool, notez, la direction interdit l'alcool. Et ils répondent on veut du champagne. J'ai dit la direction a dit interdit l'alcool. Et après ils dérogent à ce que j'ai interdit, si vous voulez, et ils filent le champagne. Mais moi je me couvre en disant interdit l'alcool.
voyez ce que je veux dire? Non, bah, on est en plein délire, là. Alors, s'ils boivent pas là, ils vont aller le boire au café du coin, ça va changer quoi, là? Certaines entreprises vont encore beaucoup plus loin dans les restrictions. C'est le cas notamment chez les géants de l'hydrocarbure. Chez Esso, la consommation d'alcool des salariés est contrôlée depuis près de 15 ans. Patrick Barré est chef du dépôt d'hydrocarbures de Gennevilliers, en région parisienne. Ici, 100 000 mètres cubes de carburant sont stockés en permanence. La sécurité doit être exemplaire. Tu as fini ton contrôle là? Oui, je vais finir mon contrôle. J'ai reçu un mail là, il y a 1 heure, je dois te soumettre au contrôle alcool. Ok. Ça arrive tous les combien? Bah, c'est un tirage au sort, c'est de façon aléatoire, donc c'est une fois de temps en temps. Donc je sais pas, c'est 2, quelquefois 3 fois par an, quoi. Voilà, à peu près. Patrick Barré doit contrôler l'alcoolémie de chacun de ses hommes au moins 1 fois par an. La procédure ressemble trait pour trait à celle d'un contrôle de gendarmerie. L'appareil d'ailleurs elle-même. Mais la limite réglementaire tolérée par Esso est inférieure à celle tolérée sur la route. 0,4 grammes par litre de sang au lieu de 0,5. Ah, c'est bien. Voilà. Et ben voilà. 0. Je t'autorise à retourner sur les installations. Alors. Ça marche. Merci Patrick. Bonne journée. Une procédure payante. Esso totalise 10 fois moins d'accidents du travail que ses concurrents. Mais les contrôles ne s'appliquent pas qu'aux hommes de terrain. Au siège social, la hiérarchie, elle aussi, est soumise à des éthylotests. Et voici la personne chargée du contrôle des hommes en col blanc. Je contrôle qui je veux dans une liste de personnes dont j'ai la responsabilité d'effectuer le contrôle. Cette liste, elle apparaît ici sur un fichier informatique que j'ai ici. Et qui dessus? Il y a les dirigeants de la société, dont le président, les responsables d'usine et d'autres responsables d'unités opérationnelles importantes. Elle est définie comment? Elle est définie par la société, en fonction du niveau de risque associé aux responsabilités de ces personnes, qui doivent être en permanence capables de prendre des décisions importantes. Bonjour Jean-Pierre. Salut. Puis-je te demander une petite minute d'attention? Allez, tu souffles jusqu'à ce que le signal sonore s'arrête. En 15 ans, seulement 10 contrôles positifs. Voilà. Et alors? Eh ben c'est parfait. C'est bon? Dans son contrat d'embauche, le salarié s'engage à ne pas boire. Il accepte de subir les contrôles inopinés éthylotest. Alors quelqu'un qui refuserait serait certainement même ne pourrait pas prendre le poste et serait peut-être mis dans un poste moins critique, moins exposé. Donc il ne serait pas peut-être licencié, mais il serait invité à prendre un poste moins exposé. Prévention, répression, les entreprises cherchent des réponses au problème de l'alcool. Reste une profession dans laquelle le tabou est particulièrement ancré, et pour cause, celle des fabricants et des vendeurs de boissons alcoolisées. Tous ont refusé que nous suivions le travail de leurs commerciaux. L'un d'entre eux, néanmoins, a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat, plus exactement un ancien commercial d'un grand groupe d'alcool français. Sa carrière, il a dû y mettre un terme. Il ne peut plus boire une goutte d'alcool, sa profession lui a ruiné la santé. Plus on buvait, plus nous étions considérés comme des bons éléments. Donc c'était notre métier, il fallait consommer pour faire consommer, c'était une obligation. Et voilà. Si vous n'aviez pas consommé? Bon, vous n'étiez pas embauché. Vous n'étiez pas embauché. Et si vous aviez arrêté de consommer? On ne vous gardait pas. On ne vous gardait pas. Moi, je me suis retrouvé à maintes reprises, même très fatigué dans les soirées, mais parce que le patron en face m'avait servi un verre, le patron du bar m'avait servi le dernier verre. Lorsque je voulais quitter parce que j'en avais trop bu, mes directeurs qui étaient à côté de moi me disaient tu ne pars pas sur la tournée du patron. C'était une obligation. Pire, non seulement l'alcoolisme était monnaie courante, mais la capacité de résistance à l'alcool était un mode de sélection. Si la personne n'était pas capable de vendre le produit après 10 ou 15 verres, on ne pouvait pas le garder, puisque c'était vraiment une mauvaise image. Pour l'entreprise, c'était une mauvaise image. 10 ou 15 verres, c'est énorme. C'était le minimum. C'était le minimum. On jugeait une personne sur 15, 20, 30 verres. On ne jugeait pas la personne sur 10-15 verres. C'était le minimum que l'on pouvait consommer dans une matinée normale.
de travailleurs dans l'entreprise. Officiellement, ces pratiques ont changé, mais il n'est pas bon de révéler les dessous d'un système. Pour avoir dénoncé celui-ci dans la presse, notre homme est aujourd'hui encore en procès avec son ancien employeur. Voilà, et donc voilà, dans les jardins de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, après cette enquête de Dorothée Cochard, avec vous, Dominique Huès, vous êtes médecin du travail dans une centrale nucléaire, mais ce n'est pas à ce titre-là que vous êtes là, puisque vous êtes aussi vice-présidente de l'association Santé et Médecine du Travail. Alors, je vais donner 2-3 chiffres, et puis on va parler de ce reportage. Les chiffres en question, c'est que, d'après un sondage, une enquête Ipsos réalisée pour l'assurance maladie, eh bien 5 à 10% des salariés auraient des problèmes avec l'alcool. Et puis l'autre chiffre, c'est que 10 à 20% des accidents du travail verraient l'alcool impliqué dans ces accidents, ou peut-être à l'origine de ces accidents. Bon, concrètement, vous avez, par hypothèse, un problème d'alcool avec un salarié. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous y prenez? Eh bien moi, j'essaye de comprendre sa trajectoire professionnelle, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il malmène, est-ce qu'il y a de la souffrance au travail, quelles sont les peurs, où sont les peurs, voire les haines, et comment l'alcool s'inscrit dans cette trajectoire. L'alcool n'étant selon vous que la conséquence de tout ça? L'alcool, il y a une intrication avec l'histoire personnelle, avec l'histoire professionnelle. Il y a d'un côté des gens qui sont des malades et qui relèvent de la médecine, d'une médecine entre autres compréhensive de soins, et puis peut-être que les aspects délictueux relèvent de la police, et puis autrement il y a des choses qui sont du côté d'une pratique sociale, et cette pratique sociale, elle peut se comprendre aussi en comprenant les situations de travail. Et ce qui me gêne, c'est de tout mélanger. On mélange tout peut-être. Moi, je me rabats aussi sur la loi. Je vois qu'il est interdit en principe de laisser entrer ou de séjourner dans l'entreprise une personne en état d'ivresse. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors si on constate que quelqu'un est en état d'ivresse? Mais l'ivresse n'a strictement rien à voir avec 0,20 grammes ou 0,50 grammes. Là, vous posez... C'est pas parce qu'on est alcoolique qu'on est forcément sous toute la journée. Non, mais si vous posez la question à un médecin du travail, qu'est-ce qu'on fait qu'en état d'ivresse? Moi, si je vois quelqu'un qu'en état d'ivresse et qu'on me l'amène, il est inapte à son travail. Donc vous le renvoyez chez lui. Je médicalise la situation et j'ouvre à des soins. Parce que les malades doivent être traités. S'il ne veut pas. Comme dans le film, là. Mais ce qui est dit dans le film est entièrement faux. Qu'est-ce qui permet à un directeur de dire que quelqu'un, refuse des soins? Bah lui, on l'entend, lui-même, le salarié refuse. Mais il dit, je veux pas y aller. On met un salarié à la télévision et on le met en situation de répondre à son directeur, acceptez-vous une cure? Mais il y a des situations par rapport à l'alcool où la cure n'est pas la solution appropriée. C'est-à-dire que quand on fait les soins, à la télévision, on n'est pas en situation de soigner. Et un directeur n'est pas un soignant. C'est pour ça que je réagis très fortement. J'ai fait faire évidemment tout un tas de cures dans ma vie. Et puis il y a des situations où la cure peut être dangereuse. On a affaire à des phénomènes psychiatriques qui ne doivent pas être traités de cette façon. C'est pour ça que je tique à travers ces images un peu réductionnistes. Enfin, l'entretien ne se faisait pas en présence de sa directrice. C'était quelqu'un qu'on a rencontré de son plein gré, dans un café après, et qui justifie le fait de ne pas vouloir accepter ce genre de cure. Dans le film, on voit la directrice qui dit que quelqu'un refuse des soins. Oui. Eh bien, quand une directrice dit que quelqu'un refuse des soins, il y a un médecin qui a dit qu'il y avait un refus de soins. Oui. Eh bien, il y a eu un glissement déontologique et ce médecin, il doit être condamné. Il n'aurait pas dû dire à la directrice. Absolument. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la directrice? Écoutez. Je sais, mais attendez, excusez-moi, mais vous avez quelqu'un de proche, un enfant, je sais pas quoi, qui va prendre un car comme ça, qui va être conduit par quelqu'un qui va être en état d'ébriété, qui va pas être maître du véhicule. Votre enfant va y laisser la vie. Est-ce que vous en voudrez pas quelque part au chauffeur du car ou à la directrice qui l'a laissé conduire en connaissance de cause? On est sur deux débats différents. Bah non, attendez. Il y a la question du soin, il y a la question de est-ce que cette personne peut conduire? Je peux tenir. C'est son problème, la gérante de la société d'autocar. Elle veut savoir si son chauffeur est en état de conduire. Si je peux me permettre, le médecin du travail, il peut aussi dire que cette personne ne peut pas conduire. Et à ce moment-là, la directrice, elle a sa réponse médicale par rapport à l'empêchement de travail de cette personne. Donc j'essayais de tenir une position déontologique, parce que quand la médecine passe dans la police, il n'y a plus de médecine. Vraiment, je fais attention parce que la prohibition et la police et la morale empêchent à un moment donné d'avoir des actions compréhensives et d'aide. Je m'excuse, mais je ne suis pas les positions sécuritaires. J'ai déjà mis des gens inaptes au travail, j'ai déjà pris mes responsabilités. Je ne veux pas qu'il y ait, une ambivalence là-dessus.
Mais je pense que la sécurité n'a rien à voir avec la prise en compte de l'assuétude au travail. C'est deux questions différentes. Donc vous préconisez, si j'ai bien compris, une approche plus globale du salarié dans sa complexité, dans son environnement, et ne pas effectivement dramatiser la situation à travers l'alcool, mais effectivement traiter l'ensemble. Oui, parce qu'au travail, on baigne dans les addictions, dans les dopages professionnels. Le tabagisme, c'est un dopage professionnel. Le tabagisme comme les antidépresseurs, absolument, comme d'autres choses. Et comme l'alcool. Il n'y en a pas un qui est meilleur par rapport à un autre. Même si l'alcool, je vous donne très volontiers acte, pose des vraies questions de sécurité à certains niveaux. Et je ne suis pas choqué que la société prenne ses responsabilités là-dessus. Mais ce n'est pas au médecin du travail de le faire. Absolument. Merci en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, vous disiez prohibition. Effectivement, on se demandait est-ce que la prohibition peut être une solution par rapport à l'alcool. Alors, on est allé voir en Suède. C'est un pays européen, mais qui a adopté, vous allez le voir, des règles de conduite vis-à-vis de l'alcool qui sont beaucoup plus, enfin sinon, dans le registre de la prohibition, en tout cas, qui réglementent beaucoup plus la consommation de l'alcool. Eh bien, vous allez voir à travers cet exemple, et ce reportage de Guillaume Porteux et de Régis Maté, en fait, c'est pas très très concluant, d'autant qu'il y a l'Europe et d'autant qu'il y a des pays ailleurs qui ne sont pas très loin où les Suédois vont très très vite s'approvisionner. Ça s'appelle la route de la soif. Ce soir, c'est l'anniversaire de Bianca. Elle fête ses 22 ans avec ses copines. Nous sommes samedi et en Suède, le week-end, anniversaire ou pas, il est de coutume de boire, beaucoup boire à la maison avant de sortir. Une tradition. En général, on se réunit avec des amis, comme ça. Et on fait une fête avant la fête. En suédois, on appelle ça l'entraînement. C'est une pré-fête, quoi. Ça consiste à rester à la maison et à boire. En plus, c'est hors de prix d'aller consommer dans un bar. Si tu restes chez toi, c'est économique. Bianca et ses copines vont donc s'échauffer et descendre tout ce qui passe. Du gin, de la bière et des cocktails maison. Ce samedi soir, elles vont se saouler et en profiter. Car le reste de la semaine, l'alcool est très mal vu en Suède. Dans ce pays, la consommation est extrêmement encadrée. La lutte contre l'alcool est une préoccupation nationale. La Suède a mis en place un système à la limite de la prohibition. Mais aujourd'hui, ce modèle suédois est sur le point d'imploser. La bataille contre l'alcool a débuté il y a un siècle. À l'époque, face au problème d'alcoolisme, la Suède a choisi la manière forte. Depuis, dans ce pays, on ne peut acheter de l'alcool que dans des magasins spécialisés, comme celui-ci à Stockholm. Cela s'appelle le système Bolaget. Il s'agit d'une entreprise d'État. Elle possède le monopole de la vente d'alcool. Cela permet au gouvernement de contrôler ce que les gens boivent. Björn Rydberg est le porte-parole du système Bolaget. Dans toute la Suède, il n'y a que 416 magasins de ce type pour 9 millions d'habitants. En un sens, l'idée était d'en finir avec les profits générés par l'alcool. Parce que plus vous pouvez faire de l'argent avec l'alcool, plus vous voulez vendre. Et plus vous poussez à la consommation, plus il y a de problèmes. C'est pour ça que le système de monopole a été créé en Suède, comme dans d'autres pays d'ailleurs, pour réussir à réduire les problèmes qui sont liés à l'alcool. Le système fonctionne sur deux principes. Interdire la vente aux moins de 20 ans et éloigner le public des alcools forts en les taxant lourdement. Du coup, les prix sont exorbitants. Des prix en couronne, puisque la Suède n'a pas encore adopté l'euro. Exemple, 219 couronnes, soit 24 € la bouteille de vodka, et l'équivalent de 31 € le whisky, 2 fois plus cher qu'en France. En revanche, le vin et les alcools plus légers, eux, sont moins taxés. Les alcools forts créent plus de problèmes. C'est pour ça que nous les taxons plus fortement. En fait, nous essayons depuis toujours de faire boire aux Suédois moins de vodka et plus de vin. Pendant longtemps, ce système a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, les Suédois ont trouvé une parade pour acheter de l'alcool moins cher.
Il y en a un qui veut conduire là. Putain, on est trop bourrés. Chris, Oscar et Alex ont accepté de nous montrer comment ils font pour contourner le système. Ils ont 19-20 ans, vivent dans le centre de la Suède et régulièrement ils empruntent ce que l'on appelle désormais la route de la soif. Depuis leur entrée dans l'Europe en 1995 et l'ouverture des frontières, les Suédois ont trouvé de bons fournisseurs chez leurs voisins. Ceux du Nord partent vers la Finlande et l'Estonie, et pour ceux du Sud, le périple est encore plus court. Depuis Malmö, quelques heures de voiture, quelques minutes de ferry suffisent pour arriver jusqu'au petit village de Puttgarden, en Allemagne. Au total, le voyage de Chris et de ses amis a duré 4 heures. 4 heures pour venir faire ses courses, ici, dans le plus grand magasin d'alcool d'Europe. Un hypermarché de l'alcool, où l'on vient en bus, en camion, acheter le plus possible. Sur 4 étages, 8000 mètres carrés de bouteilles. Dans ce magasin, on trouve de tout et en très grosse quantité. Comme c'est jeune, ici, la majorité des clients sont des Scandinaves. Vous êtes déjà venu dans ce magasin ? Oui, dans ce magasin, on est venu 2 fois, je crois. Tous les Suédois viennent ici maintenant depuis Malmö. Au rez-de-chaussée, il n'y a que du vin. Ce n'est pas vraiment au goût d'Oscar. Lui préfère le 2e étage, le niveau des alcools forts. Voici le rayon vodka, 150 marques différentes. Regarde Alex, elle est moins chère là. Et ici, la vodka ne s'achète pas à la bouteille, mais plutôt par carton. Plusieurs cartons. C'est 50 couronnes ? Ouais, c'est ça, ouais. Et en Suède, c'est 200 couronnes ? Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, c'est pas mal, hein. En gros, dans le magasin, toutes les bouteilles sont 2 à 4 fois moins chères qu'en Suède. À ce tarif-là, les caddies se remplissent très vite. Surtout à l'étage de la bière, la boisson favorite des Suédois. Oscar et ses amis vont en prendre 29 packs. De quoi tenir un mois, selon leurs prévisions. Cet alcool, c'est pour une fête particulière ? Non, il n'y a rien de spécial. C'est pour les fêtes qu'on fait le week-end. On en fait toutes les semaines. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on fait le week-end. À Puttgarden, le commerce est florissant. La compagnie propriétaire du magasin a même créé une liaison en ferry. Un bateau toutes les demi-heures pour sa clientèle scandinave. Pour refaire leur stock, ces jeunes gens ont dépensé ici entre 800 et 1000 euros. Vous pensez que tout va rentrer là ? Ouais, sans problème. Pas de problème non plus pour passer la douane. Selon les lois européennes, appliquées aujourd'hui en Suède, chaque personne peut rapporter avec elle 10 litres d'alcool fort, 90 litres de vin et 110 litres de bière. Ces jeunes sont en dessous de la limite. Mais parfois, sur la route de la soif, les coffres débordent. Helsingborg, port du sud de la Suède, point de passage sur le chemin du retour depuis l'Allemagne. C'est l'une des rares zones de contrôle des douaniers suédois. Ici, le trafic en provenance de Puttgarden ne cesse d'augmenter. Chaque après-midi, les ferries sont pleins et les voitures aussi. Garez-vous par là, s'il vous plaît, monsieur. Pas besoin d'attendre longtemps pour trouver les premières cargaisons illégales. Nous sommes là depuis quelques minutes et voici la première voiture contrôlée. Apparemment, ce couple est un grand amateur de vin. Et combien de vin vous avez là ? À peu près 100 cartons. 100 cartons, tu dis ? Ouais. Donc on parle en gros de 450 litres. Ouais, ça doit faire à peu près ça. 450 litres de vin pour deux. C'est bien au-delà de la limite. Mais le couple plaide la bonne foi. Il ne pensait pas être hors la loi. Ah non. Là, si tu fais le calcul par rapport au quota,
Tu as plus de 200 litres en trop. Ah bon? Ah ouais? Pourquoi? Ah ouais, c'est comme ça, c'est la loi. C'est pas la peine de rire, tu peux risquer la prison pour ça. Mais on peut en ramener autant qu'on veut. Mais non! Mais c'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe, mais il y a encore des limites, même sur le vin. À côté, d'autres voitures, d'autres cargaisons, là aussi des centaines de litres. Les douaniers estiment que chaque jour, 70 à 80 voitures comme celle-ci passent par Helsingborg. Impossible de tout saisir, chaque procédure prend 4 heures. Alors les douaniers vont laisser partir ces automobilistes avec leur alcool, mais après une bonne leçon de morale. Jim et ses collègues ont décidé de se concentrer sur un plus gros poisson. Cet homme a la camionnette blanche. Il arrive lui aussi par bateau depuis l'Allemagne. Il transporte de la bière, beaucoup trop de bière. La quantité d'alcool que tu as là est tellement importante que tu pourrais aller directement en prison. Donc on va t'interroger. Je t'arrête. Il est 17h10. Oui, mais moi je vends rien. Ces bières, c'était juste pour moi et mon fils. Oui, on va voir ça. Viens avec moi. Dans le camion, les douaniers vont comptabiliser 1150 litres de bière. Environ 4000 canettes. À raison d'une bière par jour, le conducteur et son fils ont acheté de quoi boire pendant les 5 années à venir. Mais cette cargaison, comme toutes celles saisies ici, sera détruite. Dans la pièce voisine, l'homme à la camionnette va être auditionné pendant plus de 2 heures. Il va expliquer qu'il ne connaissait pas la loi, qu'il a fait comme tout le monde. Malgré cette version peu crédible, le conducteur sera libéré car il n'a pas de passé judiciaire. Les douaniers estiment qu'une amende suffit. Il peut rentrer chez lui et le procureur va l'appeler. Dans les gens que vous arrêtez comme ça, il y en a qui vont en prison? Oui, en fait, ça arrive chaque jour. Tous les jours? Oui. Aujourd'hui, vous pourriez arrêter 10 à 15 personnes ici, si vous en aviez les moyens. Dans chaque bateau? Non, chaque nuit. Mais les douaniers d'Helsingborg ne sont que 7. En moyenne, ils n'arrêtent qu'une personne par nuit pour trafic. Les autres passent donc entre les mailles du filet. Aujourd'hui, au pays de la prohibition, la contrebande d'alcool explose. La lutte contre le marché noir, c'est la spécialité de Christer Thulin, inspecteur de police de Malmö. Malmö, la plus grosse ville du sud du pays. Avec la frontière à 2 pas, beaucoup de bouteilles circulent sous le manteau ici. Principal point de revente, les épiciers de quartier qui écoulent de l'alcool dans leur arrière-boutique. Là, regardez. C'est une de ces boutiques. Vous voyez de l'autre côté, celle-ci est fermée maintenant. Ici, ils vendaient de la bière et de la vodka au noir. C'était la 2e fois qu'on faisait une descente ici. Mais cette fois, elle est bien fermée. L'an passé, les policiers ont fait fermer 75 épiciers à Malmö. Le dernier, c'était dans cette ruelle. Les revendeurs sont chaque jour plus nombreux. Ce trafic est très lucratif. Une bouteille de vodka achetée en Allemagne, 6,50 € est revendue 13 € au marché noir. Elle en coûte 24 dans les magasins d'État. Ici, aujourd'hui, tu peux trouver de l'alcool partout. Il y en a dans les boutiques, chez des marchands de bonbons ou des débitants de tabac. On en vend aussi dans des appartements. Tu as une adresse et tu vas te servir. Et puis il y a des vendeurs ambulants. Là, il suffit de téléphoner et ils viennent te livrer, tout simplement. Un vendredi soir, nous avons voulu vérifier les propos de l'inspecteur Thulin. Grâce à des contacts suédois, nous avons passé commande auprès d'un dealer d'alcool pour une bouteille de whisky. Le plus naturellement du monde,
l'homme nous a donné rendez-vous en soirée, sur la place la plus animée de la ville. Voici l'échange, filmé en caméra cachée. Comment ça va? Ça va. Donc tu as notre bouteille là? Ouais, je l'ai. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette bouteille? On va dans une fête demain. C'est cher ici, hein, l'alcool. Ouais, c'est trop cher. Bon, on dit 150 couronnes pour toi, ok? Ok, merci. 150 couronnes, 16 €. C'est effectivement 2 fois moins cher que dans les magasins d'État. Et si on en veut plus? T'as juste à me dire combien, mais préviens-moi 2 jours avant. Si tu veux 10 bouteilles, 2 jours. 2 jours. Oui, donne-moi 2 jours. Si tu veux de la bière, du whisky, de la vodka, tout ce que tu veux. Ça ne prend que 2 jours. En Suède, vendre de l'alcool illégalement peut conduire en prison, mais visiblement ce risque ne fait plus peur à personne. Entre la contrebande, les achats de masse à l'étranger, le système suédois ultra restrictif est en train de vaciller. La consommation d'alcool ne cesse d'augmenter. En Suède, on boit aujourd'hui presque autant qu'en France. Le gouvernement suédois doit-il assouplir ses lois sur l'alcool, voire abandonner son monopole? La question est devenue là-bas un débat de société. Voilà, nous voici maintenant dans un bar, et pas n'importe quel bar. Nous sommes ici avec vous, Jean-Marie Le Guen, à la Closerie des Lilas. Hein, c'est un des hauts lieux de la vie parisienne, vie culturelle aussi, vie alcoolique aussi sur certains aspects. Alors vous êtes député de Paris, du Parti Socialiste, vous chargez des questions de santé au PS, et vous êtes médecin aussi. Hein. Et je disais ce lieu est particulier parce qu'il y a des gens comme Simone de Beauvoir, comme Sartre, etc., qui sont venus ici. D'ailleurs, la tradition veut qu'on mette leur nom sur les tables où ils sont passés. Et puis d'autres qui sont si célèbres mais qui font des problèmes avec l'alcool, comme Hemingway, comme Rimbaud, Verlaine. Et il n'y a pas si longtemps, le chanteur Renaud aussi, qui a raconté comment il se mettait quelquefois mal ici des après-midi entières. Alors, on vient de voir ce reportage, on va parler. Je voudrais juste citer quelques chiffres pour qu'on comprenne un petit peu tout, pour compléter ce reportage. Il faut savoir que l'alcool en France, c'est 350 000 emplois, grosso modo. La filière de l'alcool, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Hein, vous me dites si je dis des bêtises. Et que si on regarde les taxes maintenant que ça rapporte à l'État, eh bien sur une bouteille de Bordeaux, les taxes, c'est grosso modo 16,6%. Pour la bière, c'est 22% de taxes sur une canette. Et pour le whisky, c'est grosso modo 38% de taxes qu'on peut comparer au tabac. Par exemple, le tabac, c'est plus de 76% sur un paquet de cigarettes. Au moins, oui. Au moins. Alors on voit ce reportage, on se dit, la prohibition, quelque chose qui s'en rapproche, ça marche pas, quoi. Notamment à l'heure de l'Europe. Oui, et puis de toute façon, la prohibition est une mauvaise politique de santé publique. On l'a vu aux États-Unis il y a maintenant une 50aine d'années. Ce n'est pas en interdisant en règle générale qu'on règle un problème. C'est en ayant une action sur l'environnement, en favorisant l'éducation. Souvent, ce n'est pas en soi le produit qui est mauvais, c'est l'usage qu'on en fait et l'usage auquel la société vous pousse. La société, ça peut être la pub, ça peut être les mœurs dans tel travail, dans tel environnement familial. Alors on va parler des messages, mais déjà sur les interdictions, vous avez été quand même le rapporteur de la loi E20, qui était quand même une loi qui cadrait les choses. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez voulu, vous, interdire la vente d'alcool sur l'autoroute, ce qui paraît peut-être un truc correctement de bon sens, et ça n'a pas marché. Vous avez été retoqué. Oui, ces derniers mois, il y a eu une offensive très forte des milieux de l'alcool. Et donc, nous avons eu beau discuter une loi de santé publique, on n'a fait aucune avancée en matière de lutte contre l'alcool. Tout au contraire, il a fallu se battre avec beaucoup de difficultés au Parlement pour éviter que l'on revienne sur des acquis qui limitaient la publicité en faveur de l'alcool. On a vu aussi une députée de l'UDF qui voulait faire publier un avertissement sur les bouteilles de vin aux femmes enceintes, en leur disant que c'était pas bon pour la santé. Les bouteilles d'alcool, pas simplement sur les bouteilles de vin. Bon, et là, ça a été dur. Il s'est pris à 2 fois pour obtenir ça. Absolument. Je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout, malheureusement. Bon, c'est même pas fini. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire adopter des choses comme ça qui sont relativement normales, quoi, en termes d'avertissement sur l'alcool ?
Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une réalité économique, elle existe, il faut la prendre en compte. Et puis la deuxième, c'est que la France a un problème avec l'alcool. Elle refuse de considérer que l'alcool est un problème de santé. Parce qu'on est un pays producteur, alors les enjeux sont trop lourds? Non, pas parce qu'on est un pays producteur. Il faut rendre aux régions productrices, d'un certain point de vue, un rapport à l'alcool qui est beaucoup plus sain que d'autres régions françaises. Puisqu'on parle des régions viticoles et en filigrane du lobby alcoolier. Écoutez ce que nous a dit Paul-Henri Cugnac, c'est un petit peu votre homologue, mais côté UMP. Lui, il est médecin aussi, il est député de l'Hérault. Je suis allé le voir dans son service hospitalier, parce qu'il y travaille bien sûr. Et vous allez voir ce qu'il dit, lui, en défendant un bon alcool et un mauvais alcool, si je puis dire. On l'écoute. On fait une émission sur l'alcoolisme et l'alcoolémie, l'alcoolisme. Oui. Vous faites le distinguo entre l'alcool et le vin. Vous dites qu'il y a un bon alcool dans le vin. Non, je fais un distinguo entre deux types de consommation qui n'ont rien à voir et qu'il est hors de question d'amalgamer ou d'additionner. Il y a les consommations excessives qu'il faut obligatoirement faire disparaître. Et je dois dire d'ailleurs que 90% des patients que je vois dans ce service sont des personnes à qui je dis ne buvez plus une goutte de vin, ne buvez plus une goutte d'alcool. Et puis il y a la population adulte, sans facteur de risque, sans pathologie. Et il est faux de vouloir amalgamer la situation de ceux qui consomment modérément avec ceux qui consomment exagérément. Alors bien entendu on dit, mais c'est une situation très très risquée, car si on conseille aux Français ou si on les déculpabilise quand ils boivent modérément, demain ils boiront de façon exagérée. Les Français sont adultes, il faut que nous fassions passer un message clair. Et je dis clairement que ceux qui conduisent à 90 à l'heure sur nos routes ne sont pas ceux qui vont demain être des chauffards. Ces deux comportements ne sont pas les mêmes. Ne faisons pas subir à ceux qui consomment modérément, raisonnablement du vin, ne le jetons pas des anathèmes qu'on n'utilise pas dans tous les autres secteurs de la société. On va voir ce qu'en pense Jean-Marie Le Guen, votre collègue, qui fait la même chose que vous, mais au Parti Socialiste. Voilà, alors quand on écoute ce que dit M. Cugnac, on se demande s'il n'a pas, d'une certaine façon, raison. Est-ce qu'il ne faut pas non plus pénaliser ceux qui font une consommation modérée de l'alcool par rapport aux 10% de Français qui, eux, en abusent, quoi. Évidemment, si l'on regarde formellement un produit, on s'aperçoit qu'il n'est pas en soi mauvais lorsqu'il est utilisé à bon escient. C'est d'ailleurs pas simplement le problème de l'alcool ou du vin, c'est aussi le problème du cannabis. Mais en matière de santé publique, on s'intéresse aux usages, c'est-à-dire la manière dont les Français, en l'occurrence, utilisent un produit. Et on s'aperçoit qu'il faut avoir des recommandations vis-à-vis des Français sur l'utilisation de ce produit. Ces recommandations, elles sont positives. Faites attention. Et puis il y a des recommandations. On évite que ceux qui veulent faire du commerce sur le produit n'interviennent. Voilà, et ça c'est la responsabilité de la société. Bon, et on parlait tout à l'heure au début de l'interview justement du message qu'on voulait faire passer, notamment à travers la publicité. Et là, moi, en préparant l'émission, on réfléchissait, on se disait que chaque fois, on voyait que c'était boire ou conduire, mais boire quand même, que c'était boire avec modération, mais boire quand même, etc. Est-ce qu'il n'y a pas systématiquement dans notre discours publicitaire en France, dans les slogans qu'on a choisis à chaque fois, ce choix qui consiste à dire qu'on peut toujours boire? Jamais j'entends, moi, boire est dangereux. Mais boire ne serait pas dangereux si effectivement on se limitait. Mais on oublie, on parle toujours de boire ou conduire, vous avez raison, on oublie qu'il y a des Français qui ont des problèmes avec l'alcool, un point c'est tout. C'est-à-dire pas dans les usages de la conduite. Mais non, parce que c'est l'interdit. Il y a une sorte de refus de reconnaître que beaucoup de nos compatriotes, que nous avons tous quelque part, un problème avec l'alcool. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en 2 mots il faut informer de plus en plus les Français, parler de ça, avoir un véritable dialogue avec les centaines de milliers de Français qui ont un problème avec l'alcool et leur permettre d'avoir un parcours de soins qui, justement, les aide à sortir de cette dépendance. Car c'est une toxicomanie, on l'a bien vu dans un certain nombre de reportages, par exemple sur la Suède, c'est clairement une toxicomanie, l'alcool. Et donc, il faut aider les gens à s'en sortir. Et puis, il ne faut pas laisser, faire impunément une pression commerciale qui pousse les gens à boire plus qu'ils ne devraient. Merci en tout cas, merci d'être venu répondre à nos questions. Je précise que vous avez écrit un livre qui n'est pas sur l'alcool, mais sur un autre mal dont on a parlé, nous, dans l'émission, parce qu'on avait fait une émission complète là-dessus, c'est l'obésité, le nouveau mal français. C'est chez Armand Collin, voilà, signé Jean-Marie Le Guen, un bouquin qu'on peut recommander. Et puis à propos de l'alcool, ce petit livre, il en écrit beaucoup, du docteur Kéridze Topor, c'est Aider les alcooliques et ceux qui les entourent. Voilà, c'est un des livres qui nous a aidés pour préparer cette émission. On arrive donc au terme de cette
cette émission. J'espère qu'elle vous aidera à réfléchir sur l'alcool et sur les bonnes conduites qu'il convient d'avoir vis-à-vis de cette boisson qui peut devenir une drogue si on en abuse. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à préparer l'émission, que ce soit au sein de l'équipe, Philippe Pécoul, Jean-Bernard Schmitt et Philippe Lallemand qui réalise toujours très bien cette émission. Voilà, vous dire que vous pouvez toujours nous faire part de vos suggestions et vos remarques sur notre site internet, que la semaine prochaine, l'œil sur la planète se posera sur le Brésil, que nous, on se retrouvera le 18 avril avec une émission sur le train de vie de la République, une émission qui nous a bien sûr été inspirée dans la foulée de l'affaire Guémard. Voilà, la soirée n'est pas finie sur France 2, je vous laisse avec le journal et je vous dis donc au 18 avril.